Nous sommes sur la ferme Jardin d'Éden, dans le village de Gbeto, dans l'arrondissement de Lissé-Gazo, situé dans la commune d'Alada. Une ferme agroécologique et en permaculture d'environ 3 hectares, dont l'un des objectifs est d'accompagner les agriculteurs de cette région à maîtriser les techniques de culture de la terre pour un meilleur rendement. Ceci au vu des nombreux impacts liés au changement climatique et à leur méthode archaïque de culture de la terre. Son histoire a commencé en 2013 avec un groupe restreint d'agriculteurs. On a décidé de créer une ferme ici, une ferme agroécologique et en permaculture pour accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent changer un peu leur manière de cultiver la terre parce que à cause des manières dont ils cultivent la terre est en train de les abandonner et la terre ne donne plus. On dit que la terre ne mange jamais. Donc eux, ils considèrent que la terre est en train de mentir alors que c'est à cause d'eux et aussi à cause du changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, en 2017, nous avons acheté le domaine. Comme cette ferme, c'est une ferme modèle pour nos agriculteurs, c'est pourquoi nous aussi, on fait autant de variétés. Par unité qui, à cause, par exemple, du temps ou du marché, ne peut pas vous donner vraiment suffisamment de revenus pendant cette année, alors une autre unité peut compenser. Pour montrer l'exemple aux agriculteurs, nous avons une diversité de cultures, une diversité d'unités. Trois grandes unités de production constituent le socle de la ferme Jardin d'Éden. Et chaque jour, les efforts sont consentis pour une bonne marche de la ferme. Nous avons une unité d'élevage. Et là, on fait l'élevage des moutons, l'élevage de la volaille, l'élevage de lapins, l'élevage de poissons. Et en dehors de l'unité d'élevage, une unité de production et de transformation de noix de palme. Donc, on a une palmeraie. L'objectif, c'est de produire et de transformer en huile rouge et en huile de palmiste. Et puis après, on pourra vendre et on pourra utiliser aussi les coteaux. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la zone de production vivrière. Là, nous avons du manioc, on fait du maïs, on fait du haricot, on fait aussi des cultures maraîchères. Outre ces 3 unités de production, plusieurs autres activités sont menées sur cette ferme. Toute une diversité qui nous rappelle la disparité dans le jardin d'Éden dont parlent cette écriture, ce qui marque d'ailleurs sa spécificité. L'autre domaine, c'est la production de fruitiers. Nous avons un verger de presque 50 arbres fruitiers. Ça, c'est ce qu'on appelle verger. Ce n'est pas une plantation. Et puis à côté de ça, nous avons une plantation de manguiers. L'objectif, c'est de produire des plants de manguiers fruitiers et greffés. Et là, nous avons une douzaine de variétés de mangues. Et quand ils vont commencer par produire leurs fruits, alors nous allons prendre les branches pour pouvoir faire des plantes greffées. Nous produisons des plantes médicinales et nous transformons ces plantes-là. Médicaments, nous avons aussi une plantation d'ananas. Les ananas ne sont pas produits comme tout le monde fait là. Et nous ne faisons pas aussi l'ananas qu'on appelle pain de sucre, mais nous produisons l'ananas qu'on appelle cayenne lisse. Et là, on le produit écologique. Ça nous permet, sur un même pied d'ananas, d'avoir chaque année des fruits. Parce que bon, quand l'ananas cayenne donne le fruit, il y a des rejets qui vont donner encore des fruits. Alors, nous avons
une plantation de laurier. Et là, l'objectif, c'est de commencer par transformer les feuilles en huile essentielle de laurier. Et c'est pareil pour la plante qu'on appelle corosolier, à Inglo, en fond. Là aussi, nous voulons extraire, à partir des feuilles de corosolier, les huiles essentielles de corosolier. Conserver les fruitiers, surtout ceux en voie de disparition, et permettre à la jeune génération de découvrir les arbres de certains fruits qu'ils ont l'habitude de consommer est l'autre objectif poursuivi par Théophile en créant le verger de près de 50 fruitiers. Il y a des arbres de fruitiers que beaucoup de gens n'ont jamais vus. Par exemple, si je prends l'arbre de petit cola, l'arbre qui donne petit cola. Il y a des gens qui consomment, qui mangent le petit cola très bien, hein, mais ils ne savent pas est-ce que c'est dans le sol qu'on creuse pour avoir ça, ou bien c'est sur un arbre et quel est cet arbre-là. Alors, donc, ça, c'est la découverte. Entré en corrélation avec la nature, Théophile Ouéménou en a fait une vision qui s'est matérialisée au fil des années avec la création de cette forêt naturelle à l'intérieur duquel est construit un bungalow. Nous avons créé une forêt naturelle ici où nous produisons du miel. Nous avons installé des ruches et nous produisons du miel. Aussi, cette forêt, il y a un bungalow où, si vous voulez vivre en combiné avec la nature, vous pouvez vivre dedans. Au sein de cette ferme se produit du miel, un liquide au goût irrésistible, connu pour son aspect homogène, est consommé à plusieurs fins. Sa production exige un certain nombre de conditions. D'abord, il faut un environnement qui s'y prête, c'est-à-dire que vous avez soit une forêt ou bien une plantation. Et deuxièmement, il faut les ruches. Alors ici, nous avons des ruches en bois d'iroko. Parce qu'il a été démontré que les abeilles apprécient beaucoup le bois d'iroko. Et nos ruches, alors, ont été construites dans le bois d'iroko. Après, nous avons installé les ruches. Alors, ça dépend de la qualité des ruches. Et puis aussi, comment vous avez installé la disposition. Et les ruches seront colonisées. Et vous observez un temps pour voir s'il y a déjà une forte colonie d'abeilles. Dix ruches sont installées dans la forêt et sont colonisées par les abeilles. Avant de s'approcher d'elles pour mener quelque action, toute une préparation est exigée. Une fois dans la forêt, la récolte s'effectue en une session d'étapes. On ouvre les ruches, c'est des baguettes, on les ouvre et puis les abeilles auraient déjà constitué leur dispositif de production de miel et nous allons enlever ces lames de miel là, on va les enlever et mettre dans la bassine. Être producteur de miel, c'est aussi savoir faire face à un certain nombre de défis, notamment liés au nombre de récoltes faites dans une année. Nous, on atteint jusqu'à une année et parfois, nous allons dans des ruches où nous voyons que les abeilles ont déjà presque tout bouffé elles-mêmes. Parfois, elles ont déjà fait des œufs qui sont éclore, et puis il y a des petits insectes d'abeilles qui sont là, si bien que si vous pressez là, vous n'aurez que de l'eau. Vous n'aurez que de l'eau. Donc ça, vous n'aurez pas la quantité de miel qu'il faut par ruche. Donc c'est les difficultés que nous avons, c'est-à-dire il faut trouver le temps propice et surveiller les ruches pour voir est-ce que les ruches là
est-ce qu'il n'y a pas déjà assez et que les abeilles même ont commencé par bouffer, quoi. Imiter la nature est le défi de Théophile Ouémeno. Et pour réussir la récolte du miel, il est important de confectionner les ruches à base de bois d'iroko, puisque ce bois a le potentiel d'attirer les abeilles. La récolte doit être bien calculée pour espérer avoir un bon rendement et une qualité consistante de miel à l'extraction. Tout un programme de cours est également enseigné aux agriculteurs de ce village ainsi qu'à toute autre personne désireuse de se faire former dans le secteur agricole. Alors, nous voulons qu'ils changent de pratique parce que les pratiques d'agriculture qu'ils faisaient jusque-là, ça détruit le sol, ça détruit la terre. Alors, comme nous voulons vraiment protéger la nature, protéger l'environnement, on leur a dit qu'il faut changer. C'est parce que vous faites comme ça que ça détruit votre sol et que vous n'avez plus de rendement, vous n'avez plus de revenus et vous dites que la terre ment, la terre ne donne plus. Alors, faites comme nous. Là, vous allez voir que vraiment la terre ne ment pas. Vous allez voir que vos revenus vont s'accroître. Alors, ça, c'est pour les agriculteurs. Pour les jeunes, alors nous voulons aussi montrer aux jeunes que devenir entrepreneur agricole, ce n'est pas que produire le maïs, c'est-à-dire tenir la roue pour produire le maïs, non. Mais si vous avez choisi de faire une diversité de cultures, alors ça peut vous donner. Alors vous voyez tout ce que j'ai cité là. Si un jeune formé s'engage et qu'il a en tête qu'il faut diversifier, alors bon, il peut trouver son compte chaque mois, il peut gagner beaucoup. Donc c'est pour cela que nous formons les jeunes ici. On les amène, on les sensibilise. En une journée, parfois nous faisons des formations d'une journée, entrepreneuriat agroécologique. Et puis on leur montre les choses, on leur dit comment il faut se comporter, etc. Ce domaine agricole d'environ 10 km situé en plein cœur de la ville d'Alada Centre fait surtout l'agroéclose, une exploitation agroécologique sur laquelle est pratiquée la technique agroécologique ZAI. Elle fait partie du groupe des pratiques agroécologiques appelées gestion durable de la fertilité des terres, puisqu'elle permet de récupérer les têtes dégradées sur le plan de fertilité. Le ZAI fait partie également de notre groupe de pratique, la lutte contre l'érosion. Le ZAI, c'est un trou et ce trou-là empêche l'eau de ruissellement d'emporter le sol arable pour aller loin et pour dégrader encore le sol. Alors, ça fait partie aussi du groupe de pratiques de conservation de l'eau. Alors, parce que comme c'est un trou, quand il pleut dans ce trou-là, dans ce trou de ZAI, alors l'eau est conservée pendant un bon moment, 2 semaines, voire même 3 semaines. Ça dépend de la profondeur du trou et ça dépend aussi du fumier qu'on a mis dedans. Alors, ça, c'est vraiment le 3e groupe. La technique ZAI est pratiquée en collaboration des associations de plusieurs localités du Bénin et de l'Afrique centrale. Elle est pratiquée au cours des campagnes agricoles en tenant compte des saisons de chaque localité. Partout, on le fait. Dans le nord, dans la Takura, avec un certain nombre de coopératives. On le fait aussi dans les collines, dans la commune de Blazoué, avec des coopératives de femmes. Et on le fait ici à Alada avec des femmes, des agricultrices et des agriculteurs ici aussi dans la commune d'Alada. Mais nous allons aussi loin, nous allons au Tchad, nous allons en RDC pour promouvoir les pratiques agroécologiques. Et dans ça, il y a aussi la technique de ZAI, surtout au Tchad. Alors bon, donc ça consiste à creuser des trous, c'est-à-dire des poquets de 20 à 30 cm de diamètre et de 15 à 20 cm de profondeur.
Et c'est dans ce trou-là qu'on va mettre la fumée ou bien le compost. En tout cas, l'engrais organique sera mis dans ce trou-là. Et uniquement dans ce trou-là. Et puis, après, c'est dans ce trou, quand il va pleuvoir, sur la fumée ou l'engrais qu'on a mis dedans, l'engrais organique, alors on va semer exactement dans ce trou. Quand on sème dans ce trou, alors ça, non seulement ça germe vite, mais les plants qui sortent sont robustes, sont résistants et on a un bon rendement en matière de graines. Alors donc, ça, c'est comme ça on fait. Maintenant, quelle période on fait? Normalement, c'est au démarrage de la campagne agricole. Au sud, par exemple, au mois de début mars, ou bien même février, on peut le faire. Au nord, alors au mois de mai, on peut le faire. Alors bon, donc, au début de la campagne agricole, on creuse les trous et on attend que la pluie commence avant de mettre les fumées. Et puis, on a une ou deux pluies qui tombent sur les fumées dans le trou, qui permet de décomposer suffisamment les fumées qu'on a mis. Et puis après, on va semer. Maintenant, alors nous avons observé que certains agriculteurs, par exemple au Tchad, ont innové en faisant les trous à la fin de la campagne agricole, au mois d'octobre, au mois de novembre, parce que là, la terre est encore facile à travailler. Alors, donc, ici aussi, dans la commune d'Alada, nous, au niveau de la ferme, nous, on le fait aussi comme ça. Donc, on a déjà commencé même le zaï depuis un moment, alors pour attendre la pluie et pour pouvoir semer. Et nous faisons aussi la production des semences paysannes avec la technique de zaï, parce que ça donne bien. Ça donne vraiment des semences de bonne qualité. C'est une pratique qui est très avantageuse, qui au vu de la quantité de produits récoltés en fin de semence. Elle résiste non seulement aux aléas climatiques, mais concourt également à rajeunir les sols. C'est une pratique qui peut se faire n'importe où. Grâce à ces atouts, les pays de la sous-région ont opté pour le zaï. D'abord, on ne sème pas partout, c'est pour cela qu'on sème seulement dans le trou. Donc on ne va pas fertiliser tout le sol en même temps. On ne va pas épandre l'engrais organique sur toute la surface. Non, ça c'est du gaspillage. Donc on met seulement dans le trou. Donc ça veut dire qu'on économise en matière d'engrais qu'on va utiliser. Et puis l'autre avantage c'est que aujourd'hui nous sommes dans la période, le contexte de changement climatique, il y a une irrégularité des pluies. Alors donc, si vous semez et que la pluie, il y a une poche de sécheresse et qu'il ne pleut plus pendant 2-3 semaines, alors vous qui avez fait zaï, alors vous avez toujours l'avantage que vos plants puissent se porter bien parce que le trou dans lequel se trouvent les plants est encore humide. Alors bon, mais les autres qui n'ont pas fait le zaï, c'est qu'ils seront obligés de ressemer encore parce que les plants seront déjà séchés et ils seront obligés de ressemer. Donc voilà. C'est un avantage. Et puis, bon, l'autre avantage, c'est que ça permet de récupérer les terres qui sont déjà totalement dégradées. C'est pourquoi le Burkina, ils ont opté pour ça, parce que leur terre est totalement dégradée. Il y a des gens qui, grâce aux zaï, ont fait, c'est-à-dire qu'on a reboisé, on a refait des forêts sur une grande superficie de terre à cause de la technique de zaï. Parce que, comme on l'a dit, ça permet de conserver l'eau aussi. Et voilà les avantages qu'il y a dedans. Avec 15 ans de formation en agroécologie, Théophile Ouémenou a formé près de 1000 personnes en agriculture. Les avantages que peut produire une ferme avec une si grande diversité ne sont pas négligeables. Alors bon, chaque unité, alors si on doit commencer par dire, alors si je parlais par exemple de la plantation de palmiers à huile, vous voyez là, nous on tire l'huile à partir des noix de palme, mais on tire aussi à partir des noix de palmiste, de l'huile encore. Ça fait deux types d'huile. Et puis après, les coques du noix de palmiste, nous les utilisons pour
arrêter l'érosion, parce que quand on fait le paillage avec ça, alors le ruissellement est ralenti. L'élevage permet d'avoir les fientes, les crottes des animaux pour fertiliser le sol ou les cultures. Et en retour, les cultures donnent des feuilles que nous utilisons pour nourrir les animaux. Vous voyez, il y a des corrélations entre les unités, les étangs de pisciculture. Alors nous vidangeons nos étangs de temps en temps. Alors quand on vidange, les poissons ayant déjà fait leur crotte dedans et puis les nourritures qu'on donne, il y en a qui ne mangent pas et ça pourrit dans l'eau. Quand nous vidangeons, tout ça là, ça rentre dans le champ de bananier et ça permet aussi d'enrichir le sol pour les champs de bananier. Dans ce jardin, plusieurs semences sont stockées et gardées, notamment la lentille verte. Malgré cette panoplie de production, les difficultés ne manquent pas. Devenu progressivement un site touristique, le Jardin d'Éden accueille plusieurs visiteurs et le promoteur lance ainsi un appel à la population d'ici et d'ailleurs. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens puissent visiter. Et comme ça, ils vont comprendre, ils vont savoir. Et quand ils vont comprendre, quand ils vont savoir, ça peut changer un peu leur comportement. La ferme Jardin d'Éden de Théophile Ouémenou met en valeur la nature et offre aux yeux le plaisir de la découverte. De la production à la transformation, passant par le verger, cette ferme sera un véritable lieu d'apprentissage pour les touristes et les générations à venir.